Le thème porte sur les procès de Nuremberg à l'occasion du 80e anniversaire du début de ces procès. L'association Mémoire et Vérité a pour objet de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Elle agit pour que la vérité historique participe à la déconstruction des idées négationnistes et complotistes, vérité historique étayée par les faits et les témoignages reconnus et vérifiés, et suscitant un large consensus parmi les historiens et les spécialistes de l'information, des sciences de l'information. Je vais rajouter 2 questions, puisque tu en as déjà posé. Est-ce que ce fut, ça rejoint le droit du moment ou le moment du droit, est-ce que ce fut une justice des vainqueurs ou une victoire de la justice? Quel est l'héritage de ce procès au plan mémoriel, mais également au plan de la morale et du droit pénal international? Alors, je vais tout d'abord remercier tous les intervenants et je vais vous les présenter. Nous avons 2 juristes spécialisés en droit pénal international qui nous accompagnent. Ils sont co-auteurs de l'exposition permanente de la Maison d'Isieux, Mémorial des enfants juifs exterminés. Une partie de l'exposition, 3 salles, est intitulée « De Nuremberg à La Haye, juger les criminels ». Bernadette Omer, maître de conférence émérite HDR de l'Université de Poitiers, et Michel Massé, professeur retraité de l'Université de Poitiers, membre du conseil scientifique de la Maison d'Isieux. Sonia Branca-Rosoff, que tu as présentée, et dont la maman, Genia Rosoff, était résistante, déportée à Ravensbrück et interprète au procès de Nuremberg. Éric Kocher-Marbeuf, maître de conférence HDR en histoire contemporaine à l'Université de Poitiers, et Guillaume Bourgeois, notre animateur, que tu as présenté. Merci également à vous tous et vous toutes d'être présents et d'avoir répondu si nombreux. Je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole à Guillaume. Très rapidement, une chose a été oubliée, puisque nous avons tous été présentés en tant qu'universitaires, c'est que Sonia Branca-Rosoff est professeure à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Était professeur de linguistique. Voilà. Eh bien, beaucoup de choses ont été dites, et donc je n'ai personne à présenter et pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été dit, sous une forme introductive. Alors, je voudrais simplement citer 2 passages de l'introduction de ce grand livre de Sylvie Lindeperg sur l'aspect filmé, justement extrêmement important, l'aspect cinématographique des procès de Nuremberg. Le premier, ce sont 2 déclarations de Robert Jackson, le président du tribunal de Nuremberg. Au 2e jour du procès, il dit « Il y a 8 mois, la salle d'audience dans laquelle vous siégez était une place forte ennemie entre les mains des troupes SS allemandes. Il y a moins de 8 mois, nos témoins et nos documents étaient pour la plupart dans les mains de l'ennemi. Le droit actuel n'avait pas été codifié, aucune procédure n'avait été instituée, aucun tribunal n'avait été formé, aucune salle d'audience utilisable n'existait ici. Pas un document parmi les centaines de tonnes d'archives allemandes n'avait été examiné. Tous les accusés présents étaient en liberté et les 4 puissances participant à l'accusation ne s'étaient pas encore unies pour les poursuivre. La 2e citation, toujours de Robert Jackson, est un rapport qu'il envoie au président Harry Truman, président des États-Unis, au lendemain de la fin du procès. On peut affirmer sans risque de se tromper qu'aucun procès approchant celui-ci en magnitude n'avait jamais été tenté. Il égrène ensuite les statistiques
attestant du gigantisme de l'événement. 218 journées d'audience, étagées sur 10 mois, 725 heures de débat enregistrées sur 1912 disques gramophones, 17 000 pages de procès-verbal, 50 millions de feuilles dactylographiées, 100 000 documents et 25 000 photographies confisquées aux nazis pour être examinées au titre de preuve. Des millions de mètres de pellicules prises aux vaincus et patiemment visionnées. Oui, la lumière n'est pas excellente et je vous lis sans lunettes. Voilà qui donne une certaine idée de l'ampleur de cet événement. Je n'en dirai pas plus puisque tout le monde a été présenté et donc je donnerai la parole à Éric Kocher-Marbeuf qui va resituer en tant qu'historien cet événement justement dans le cadre de cette année 1945 qui était déjà bien entamée. Merci Guillaume, ça fonctionne. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon propos liminaire est un propos très, très général dont les éléments, vous allez vous en apercevoir très rapidement. Vous les connaissez dans les grandes lignes, c'est plutôt pour vous remémorer certaines choses. Mais il y en a peut-être certaines que vous allez découvrir ou des jonctions avec l'actualité d'aujourd'hui qui méritent d'être faites. Tout d'abord, l'année 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc la mesure des pertes humaines durant le conflit, un conflit qui en fait a débuté en Orient, en Extrême-Orient en 1937. C'est pour cela que le deuxième pays après l'Union soviétique à avoir des pertes, c'est la Chine. On l'oublie beaucoup parce qu'on ne pense jamais qu'en France, en tout cas, les Chinois ont perdu des millions d'hommes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et déjà, c'est une vision qui est intéressante par rapport à l'actualité du XXIe siècle. Ces pertes, vous le voyez, elles affectent des pays qui ont déjà aussi été victimes de ponctions démographiques importantes au cours de la Première Guerre mondiale, et en particulier davantage encore pour l'Allemagne que pour la France. Ça va être comblé en partie par l'afflux d'une dizaine de millions d'Allemands déplacés, arrachés de force dans des établissements à l'est de l'Europe, allant jusqu'à la Volga, et depuis les États baltes, depuis la Prusse orientale, la Poméranie, etc., vers l'Allemagne dite de l'Ouest ultérieurement à partir de 1949. Nous voyons que la France, qui avait été saignée pendant la Première Guerre mondiale, l'est moins pendant la Seconde, parce que les combats ont été plus limités. Et sur le nombre de victimes, en fait, on a quasiment autant de victimes militaires que civiles. Et au sein des victimes civiles, on a un étagement du fait des bombardements, des victimes des bombardements qui est aussi différent. Le début de l'année, et en fait depuis l'automne 1944, la première découverte macabre de cette guerre qui surprend les opinions publiques, c'est l'ouverture des camps de concentration du système concentrationnaire allemand, avec un élément précurseur finalement avec la découverte du Struthof, mais le Struthof est vide à l'automne 1944, puisque les commandos de déportés ont été déplacés en forêt noire, principalement dans le bas de Württemberg. On s'aperçoit en revanche qu'à partir de l'ouverture du camp de Auschwitz en janvier, et puis ensuite des camps par les Américains, les Anglais, en particulier celui de Bergen-Belsen dans le nord de l'Allemagne, on a des découvertes de charniers qui sont colossaux. Vous voyez ici ce panneau qui est mis à l'entrée du camp de Bergen-Belsen par les Britanniques, et avec donc le tournage de nombreuses scènes d'exhumation de fosses ou d'enterrement de cadavres du typhus qui se comptent par milliers dans ce camp. La Seconde Guerre mondiale, avant le procès de Nuremberg, bien sûr, c'est après la fin de la guerre en Europe, l'emploi de la bombe atomique qui a été développée de façon secrète par les États-Unis au cours du conflit.
à partir de recherches scientifiques qui avaient commencé à être menées durant l'entre-deux-guerres, qui se sont accélérées avec des investissements colossaux à partir de 1941-42. Et les bombes vont être finalement utilisées contre le Japon, mais c'est à quelques semaines près parce que elles étaient programmées pour être utilisées contre des villes allemandes avant même donc que l'Allemagne ne capitule au printemps. Ce qui est important à se souvenir, et c'est pour ça que j'ai mis ici beaucoup de films, de couvertures, d'affiches de films qui ont marqué les esprits depuis plus d'un demi-siècle, c'est que en fait, la fin des opérations militaires sur le front ouest en Allemagne, c'est à la fois une marche triomphale depuis la Normandie, depuis l'été 1944, mais qui demeure extrêmement meurtrière. Il y a une concentration des pertes pour les Américains qui est forte, naturellement, pour leurs pertes, et qui va marquer beaucoup les esprits, parce que les Américains font la guerre en essayant d'épargner au maximum la perte de leurs soldats, alors que du côté des Allemands, il y a une véritable implosion, avec encore, en l'espace de quelques mois, jusqu'au printemps, plusieurs centaines de milliers de victimes, sans doute autour d'1 million, juste à la fin de la guerre sur le front ouest et sur le front oriental. L'Allemagne donc prise en tenaille, ça paraissait être un scénario qui était peu plausible encore peu de temps auparavant. C'est une course de vitesse entre les armées alliées anglo-saxonnes et les soviétiques. Et en particulier, il y a un enjeu stratégique majeur qui a été un peu oublié. C'est la zone qui aurait permis, et on le voit avec l'actualité vraiment du jour, c'est-à-dire que les soviétiques voulaient vraiment essayer de pousser très fort jusqu'à Hambourg pour avoir ensuite la possibilité d'avoir un accès à la mer du Nord et donc à l'océan, et ne plus dépendre du détroit du Zund, du Danemark, pour sortir de la Baltique. Finalement, ils ne vont pas y parvenir, même si ça va faire beaucoup peur aux Hambourgeois encore pendant plusieurs mois après mai 1945, en pensant que l'armée rouge pouvait encore arriver jusque chez eux. Alors il y a des destructions massives de villes. C'est l'emploi d'une stratégie de la destruction des villes pour anéantir la confiance de la population dans le régime national-socialiste ou vis-à-vis du régime impérial militariste japonais. Ça va fonctionner finalement relativement. Le moral de la population allemande implose littéralement dans les derniers mois de la guerre. De même également que la connaissance qui est véhiculée par le gouvernement allemand lui-même des exactions nombreuses, systématiques, commises à partir de l'entrée de l'armée rouge en Prusse orientale, avec politique de viol systématique des femmes. Et tout cela est largement connu de la population allemande et contribue à lui faire très peur et à lâcher finalement aussi le régime. Alors, nous voyons ici les photos qui sont très célèbres des différentes redditions, celle de Reims suivie de celle de Berlin, puis de celle de Tokyo, qui sont des images qui, pour les opinions et pour l'histoire, sont naturellement très importantes parce que ce sont vraiment des moments de basculement du monde dans une ère nouvelle. Et le procès a pour but aussi de poursuivre dans cette catharsis de la paix retrouvée et de l'abandon de cette période de guerre. En ce qui concerne la France, il faut bien voir que jusqu'au printemps 1945, certains territoires, dont dans notre région la poche de Royan, du Val, de la pointe de Grave et de La Rochelle, qui n'est libérée que le 8 mai 1945, ou celle de Saint-Nazaire le 11 mai 1945 avec la reddition à Bouvron, c'est-à-dire après Berlin,
Donc il y a des combats sur le sol français en 1945, alors qu'une écrasante majorité de la population a déjà tourné la page des combats. Et donc le bombardement de Royan, par exemple, dans la mémoire régionale et locale du 5 janvier 1945, a beaucoup marqué les esprits. On l'oublie aussi, mais il y a eu des combats féroces dans l'extrême nord-est de la France, en Alsace. D'abord dans la région qui est du Palatinat, et c'est en fait l'opération Nordwind qui a mis l'armée américaine aux prises avec des éléments des Waffen-SS sur des zones allant de la Sarre jusque au Rhin. Et parallèlement, l'armée française de Delattre de Tassigny, avec donc l'épopée Rhin et Danube, avec la poche de Colmar, étant donné que la zone de Strasbourg avait été libérée dès l'automne 1944 par la prodigieuse poussée de la 2e DB de Leclerc et n'avait pas ensuite été rétrocédée. Mais là, vous voyez, pour les populations de l'Est et de l'Alsace, il y a quelques mois de cela des cérémonies assez importantes qui ont été organisées. Alors ici, vous voyez le bilan matériel des destructions. Ça, c'est pour souligner la difficulté de vivre dans la France de 1945 et que les priorités des Français au quotidien, ça reste fondamentalement l'alimentation, le logement, des besoins qui sont tout à fait basiques. On a passé la période de l'épuration sauvage. Je n'ai volontairement pas mis de photos de femmes tondues ou de collaborateurs exécutés. C'était à l'été 1944. On est maintenant dans la phase judiciaire des procès de la collaboration. Mais ce qui marque les esprits pour les Français, au moment où la paix survient en mai 1945, c'est encore les difficultés d'existence et ça n'est pas terminé. À l'Est, et c'est aussi en rapport avec l'actualité, eh bien, nous allons voir qu'il y a un certain nombre de territoires qui ont été annexés par l'Union soviétique du fait du traité Ribbentrop-Molotov, qui ont été perdus du fait de la poussée allemande, qui sont repris par les soviétiques à la fin de la guerre. Et en fait, nous voyons aujourd'hui, et ça va être le cas sur cette carte et dans les clichés suivants, que la guerre à l'Est, comme à la fin de la Première Guerre mondiale, ne se passe pas bien du tout parce qu'en réalité, c'est tout autant une libération des troupes allemandes qu'une occupation qui est réalisée par les troupes soviétiques dans cette partie de l'Europe avec donc des annexions territoriales. Et nous allons le voir, le sentiment, parce que cette carte-là, par exemple, est très intéressante, de montrer que les soviétiques vont jusqu'à Berlin et que finalement, quand ultérieurement ils vont redécouper et faire une translation de la Pologne vers l'ouest, ils vont, dans leur esprit, donner des territoires aux Polonais, alors que ce sont eux qui les ont libérés. Mais en même temps, ils ont pris des territoires aux Polonais avant, mais ça, ils estiment que c'est tout à fait normal. Donc, on voit bien que ça reste, si vous voulez, une friction qui est très présente jusqu'à nos jours. De même, nous avons beaucoup de groupes armés qui, à travers les différents territoires, alors j'ai mis volontairement les éléments ukrainiens, de l'OUN-UPA, avec différentes subdivisions ou bien de la division galicienne qui étaient ralliées aux Allemands pendant la guerre, qui ensuite soit ont été jusqu'au bout du côté des Waffen-SS, soit ont entamé une guerre contre les Soviétiques et contre les Allemands, mais beaucoup plus contre les Soviétiques en réalité. Et en 1945, au printemps 1945, ils ont globalement pris le maquis. Certains sont passés à l'ouest et il y a eu un grand renversement stratégique parce que Churchill, à partir de la fin 1944, a commencé à considérer, à travers des rapports de ses services secrets, à travers tout ce qu'il avait comme information depuis les Balkans, qu'il fallait aider tous ces gens, quoi qu'ils aient fait pendant la guerre, parce que ça allait mettre une épine dans le dos de l'armée rouge sur place et qu'il fallait les aider. Et il va revendre ensuite cela à l'OSS, aux Américains, un petit peu plus tard. Et étant donné qu'il y avait déjà eu beaucoup de vagues d'émigration
de ces contrées vers les pays anglo-saxons au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, du fait déjà de guerres civiles, eh bien, ça va continuer à jouer beaucoup. Donc, on a cela dans différents groupements, et ça joue bien sûr aussi dans les États baltes, où on va avoir donc ce qu'on va appeler le mouvement des soldats maudits, les frères de la forêt, pardon, dans les États baltes et les soldats maudits en Pologne, en prenant également conscience qu'à partir déjà de 1943 et de 1944, la résistance polonaise communiste, aidée par le NKVD, sur ordre du NKVD, a une priorité qui est souvent quand même d'éliminer la résistance Sikorski, la résistance de Londres des Polonais, plutôt que de s'attaquer véritablement aux objectifs des Allemands, parce qu'ils visent déjà le coup d'après, qui va être l'établissement du système du régime communiste. Oui, ça va aller. Donc, nous voyons que ces mouvements sont aujourd'hui, j'allais dire, découverts et redécouverts. Beaucoup de sources ne sont pas accessibles. Nous, en France, il ne faut pas se leurrer, nous n'avons rien, en fait, là-dessus. Ça n'est pas notre périmètre d'action à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les services britanniques. Je voyais encore ce week-end une demande du MI6 sur les réseaux sociaux pour aller les rejoindre. S'il y a des volontaires, vous pouvez rentrer en contact avec le MI6. Également, ça touche les Balkans, ça touche... là, vous voyez par exemple le cas de la Roumanie, sur laquelle on n'a absolument pas travaillé véritablement, ou la Bulgarie, un peu plus au sud. Donc ce sont des mouvements qui se sont poursuivis pendant ensuite de nombreuses années. La résistance ukrainienne armée, elle a duré au moins jusqu'à la mort de Staline en 1953. Après, ça a continué sous des formes plutôt de sabotage, d'information de l'Ouest. On a eu également quelques membres éminents, comme celui-ci, là, ce August Sabe, qui a été le dernier frère de la forêt estonienne, et qui a été tué par des membres du KGB seulement dans les années 1970, alors que c'était un vieillard et il était en train de pêcher. Et il a été tué par 2 agents du KGB qui le poursuivaient infatigablement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est un héros, naturellement, en Estonie. Un autre également, qui est donc un Joseph Franczak, lui, qui est un résistant de soldats maudits polonais, donc ancien de l'Armia Krajowa, donc de l'armée de l'intérieur polonaise, là aussi, qui est devenu un héros dans la Pologne contemporaine. Et ici, donc, des illustrations entre des Polonais et puis des membres également donc, du NKVD. Alors, le monde en 1945, eh bien, si on prend par rapport à la situation qu'on avait en 1939, c'est encore un nouvel affaiblissement de l'Europe. C'est la fin de cette forme de guerre de 30 ans, comme l'a appelé Georges-Henri Soutou, entre 1914 et 1945, qui aura finalement achevé d'affaiblir définitivement le prestige de l'Europe, qui datait depuis les grandes découvertes du milieu du millénaire précédent, c'est-à-dire du début du fin 15e, début 16e siècle. Donc, il est évident que la question de la décolonisation va être posée très rapidement, et on ne peut oublier que le jour même de la capitulation de l'Allemagne, il y a ce soulèvement nationaliste à Sétif qui est suivi ensuite d'une répression qui va faire des milliers de victimes et qui va vraiment commencer à constituer une faille qui ne va cesser de s'élargir les années suivantes entre les communautés européennes et algériennes, quelles que soient les origines que ce soit des Berbères ou que ce soit des populations autres. Voilà. Alors, ne pas oublier, bien sûr, les conséquences sur le front oriental. Je terminerai là-dessus. Donc, là aussi, de grandes opérations qui sont très modernes dans leur mode d'opération, parce que c'est de l'aéronaval et que les Américains font une guerre avec une logistique extraordinaire. Il y a en moyenne une dizaine de non-combattants pour un combattant, avec
encore plus qu'en Europe, des dizaines de tonnes de matériel par combattant utilisé en termes de consommables de toutes sortes, mais avec un risque d'enlisement dès lors qu'on aborde l'archipel japonais, et on le voit sur l'affaire d'Okinawa en particulier et d'autres cas où il y a des suicides de population, où les combattants japonais résistent jusqu'au dernier. Et donc, de ce point de vue, le problème géostratégique, c'est que l'Union soviétique va entrer en guerre à son tour contre le Japon, et que ça, pour les Américains, ça risque de vouloir dire un partage territorial d'influence en Extrême-Orient auquel ils ne veulent pas se livrer. Voilà, donc j'ai essayé à très grands traits de brosser le contexte qui précède juste l'ouverture du procès. Je vous remercie. Voilà, sans tarder, la parole est à nos collègues juristes et nous allons rentrer véritablement, cette fois, dans le sujet du procès. Tenez, prenez mon micro. Bien, merci. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2025 et il y a en fait 79 ans, c'est-à-dire le 1er octobre 1945, 1946 plutôt, excusez-moi, le tribunal militaire international de Nuremberg rendait son verdict. C'est la fin du premier procès pénal devant une juridiction internationale. C'est évidemment un moment historique. Mais l'intitulé de cette table ronde, on l'a déjà évoqué dans les préalables, évoque des procès de Nuremberg. Et effectivement, après ce procès international, dans la même ville et dans la même salle que le procès dont nous allons parler assez longuement, se sont déroulés des procès nationaux et plus particulièrement des procès américains, puisque Nuremberg fait partie de la zone occupée par les USA. Alors, je vais vous présenter en quelques minutes ce procès pénal international, et Michel vous présentera ensuite les procès américains. Le procès international est marqué par 4 villes qui marquent le cheminement et la mise en place de ce tribunal. Il y a Moscou d'abord, il y a Londres ensuite, Berlin et puis bien évidemment Nuremberg. Alors Moscou, c'est une déclaration, on est encore pendant la guerre, on est en décembre 1943. Les alliés de l'époque, c'est-à-dire américains, anglais et russes, vont signer une déclaration sur les atrocités commises pendant la guerre. Alors, ce procès international était d'une certaine façon annoncé depuis la fin des années de l'année 1943. Les Alliés avertissaient les auteurs de ces crimes qu'ils seraient poursuivis et qu'ils seraient jugés pour ces crimes. Et dans cette déclaration, on distingue 2 grandes catégories de criminels. Il y a les auteurs que l'on pourra renvoyer vers les pays dans lesquels ils ont commis leurs crimes. Et puis, il y a aussi les criminels allemands, dit la déclaration, dont les offenses n'ont pas de localisation géographique particulière et qui seront punis par décision conjointe des gouvernements alliés. Ce sont donc les prémices de la mise en place de ce tribunal. Voilà pour Moscou. Nous arrivons à Londres. Depuis juin 1945, il y a un certain nombre de délégations françaises, américaines, anglaises et russes pour aboutir à ce fameux accord qui contient le statut du tribunal. Pour arriver à cet accord, il a fallu de nombreuses discussions et négociations entre les parties. C'est toujours le cas des traités. Je vous donnerai 2 exemples. Les USA voulaient inscrire le crime contre la paix et le crime de complot. Les Français n'étaient pas du tout chauds pour ces 2 formes-là. Et les Russes non plus, parce qu'ils estimaient que les crimes commis pendant la guerre, crimes de guerre
ou encore crimes plus graves que les crimes de guerre, ne dépendaient pas ni du complot, ni de la déclaration de guerre. C'était indépendant de cela. Les anglo-saxons étaient réticents à la mise en place des crimes contre l'humanité, parce que c'est une incrimination qui n'existe pas dans aucun des droits à l'époque, et ils estimaient que si l'on voulait créer cette incrimination, il fallait absolument l'associer à l'un des autres crimes qu'ils connaissaient bien. Dans le statut, nous le verrons, les 4 crimes vont être inscrits. Et puis, deuxième tension, le lieu du tribunal. Les Russes voulaient que cela se passe à Berlin, dans leur zone. Les Américains étaient totalement opposés à cette idée. Ils s'y refusaient catégoriquement et ils souhaitaient que ce soit à Nuremberg, dans leur zone. Voilà. Donc, finalement, Berlin a été considéré comme le siège du tribunal et Nuremberg, le lieu du procès. Alors, l'accord en lui-même, l'accord de Londres, les négociations sont terminées. L'accord de Londres peut être signé et il est intitulé « Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre et des puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international ». Nous sommes le 8 août, on l'a vu sur les diapos d'Éric tout à l'heure. Nous sommes le 8 août, c'est-à-dire que l'accord est signé 2 jours après Hiroshima et la veille de Nagasaki. Bien, je ferme la parenthèse. Signé par les quatre puissances, l'accord en lui-même va décider des personnes qui pourront être poursuivies et jugées devant ce tribunal. Alors, il ne s'agit de juger que les grands criminels, c'est-à-dire ceux pour lesquels les crimes n'ont pas de localisation géographique précise. Et il s'agit de juger aussi les criminels qui ont appartenu aux puissances européennes de l'Axe. C'est écrit dans l'intitulé de l'accord. Le 29 août 1945, une liste de 24 personnes va être publiée. Alors, parmi cette liste, alors la voici, très bien. Parmi cette liste, vous avez un certain nombre de personnes qui sont surlignées en jaune. Robert Ley, parce qu'il s'est suicidé avant le procès, il avait été arrêté. Et Gustav Krupp van Boyen und Albach, excusez mon allemand, je ne suis pas du tout germanophone, qui a été excusé aussi pour maladie mentale. Ces 2 personnes-là, donc, n'ont pas été jugées. Je voulais ajouter Bormann, Martin Bormann, qui, j'ai oublié les surligner en jaune, mais Martin Bormann n'a jamais été retrouvé. Il a donc été jugé par contumace. Il n'était donc pas présent. Les 3 personnes en bleu, je les ai signalées parce que ce sont les 3 personnes qui ont été acquittées. On retrouvera ça tout à l'heure. Alors, il manque quand même des personnages importants. Hitler, bien sûr. Aucun doute qu'il aurait été retenu s'il avait été vivant. Goebbels, qui s'était suicidé avec sa famille, et Himmler, qui était chef de la Gestapo et qui s'est également suicidé. Alors, sur ces 24 personnes réduites à 21 présentes, il s'agit de savoir de quoi ils sont accusés. Il y a 4 catégories de crimes. 4 catégories de crimes qui sont prévues dans le statut à l'article 6. Alors, je vais vous faire défiler les définitions des crimes, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails. Alors, le premier annoncé, ce sont les crimes contre la paix. Donc, c'est le crime d'agression. Aujourd'hui, on parle de crime d'agression dans le statut de Rome, donc le fait de déclencher la guerre. Le second, ce sont les crimes de guerre, que l'on connaît bien en 1945, parce que les crimes de guerre existent, il y a des conventions qui permettent de juger les abus commis pendant la guerre. Il y a des actes militaires qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Alors, crime
Et voici troisième crime, les crimes contre l'humanité. Donc c'est la nouveauté du statut. Alors, pour éviter des discussions relativement à l'application de la loi dans le temps, puisque les faits ont été commis avant la mise en place de cette incrimination. Donc en droit pénal, le principe de la légalité veut que l'incrimination existe avant la commission des faits. Pour éviter cela, les Alliés ont décidé que ce crime devrait être en lien avec l'un des autres crimes prévus dans le statut. Voilà comment ils ont négocié cela. Et puis, enfin, quatrième incrimination, le complot. C'est l'idée de préparer, d'anticiper, de préméditer, de participer à un plan concerté pour commettre l'un des crimes visés dans le statut. Donc là aussi, il y a une sorte de... On aurait pu même mettre le complot au départ, puisque c'était avant même l'agression. Bien. Voilà pour Londres. Nous arrivons à Berlin, siège du tribunal. Peu de choses à dire, sinon que le 18 octobre 1945 a lieu l'audience d'installation de ce tribunal, c'est-à-dire dans la zone occupée par les Russes, et la liste des 24 accusés, qui sont toujours 24 à ce moment-là, est communiquée au juge. Nous arrivons à Nuremberg et le procès proprement dit débute le 20 novembre 1945. Les audiences publiques vont se terminer le 31 août 1946. Alors, ah oui, merci. Pourquoi Nuremberg? La ville est entièrement rasée, comme beaucoup d'autres villes allemandes, mais reste debout le palais de justice, la prison qui est reliée au palais par un tunnel, l'hôtel de ville et un hôtel. Il fallait bien loger toutes les personnes qui participaient à ce procès. Alors, selon Edgar Faure, qui est membre de l'accusation, ces éléments-là ont suffi pour choisir Nuremberg. D'autres pensent, et ce n'est pas contradictoire d'ailleurs, que symboliquement, choisir Nuremberg était très important, puisque c'est là que l'on a voté les lois antisémites, les plus grandes lois antisémites, et c'est ensuite le lieu de rassemblement annuel du parti nazi. Donc tout cela faisait que symboliquement, c'était très fort. Et alors une petite anecdote dans cette histoire, le général Nikitchenko, qui était le juge russe à Nuremberg, aurait dit au juge américain Biddle: « J'ai l'impression que les pilotes de vos bombardiers songeaient déjà au procès. Ils n'ont épargné que le palais de justice. Vous autres, Américains, vous pensez toujours à tout. » Voilà. Donc, alors, revenons à la composition du tribunal. Il y a 2 juges par pays, donc les 4 alliés. Il y a 4 titulaires et 4 suppléants. Le président sera le juge Lawrence, qui est le juge anglais. Et puis, pour être un peu chauvin et parler un peu de la France, Henri Dondieu de Wabre, qui était professeur de droit pénal, va être le professeur titulaire, et Robert Falco, magistrat révoqué par Vichy parce qu'il était juif et qui avait participé aux négociations pour l'accord de Londres, va être le juge suppléant. Voilà pour les juges. L'accusation. Alors l'accusation, ce sont des équipes plus ou moins importantes selon les pays. Les USA, je ne sais pas combien ils avaient de personnel, mais on dit que les Anglais plus les Français plus les Russes constituaient 1/10 de l'équipe américaine. Donc vous voyez à peu près la proportion. Dans cette, alors, on a parlé du procureur général Robert Jackson, qui a eu un rôle extrêmement important pendant l'ensemble de ce procès. Pour ce qui concerne la France, François de Menthon a été le premier procureur, mais il a démissionné assez vite pour se consacrer à la vie politique française.
Comme procureur général adjoint, on a eu Edgar Faure, qui était à la fois avocat et qui a été homme politique français. Et puis, vous avez, pour rester dans notre région, un magistrat qui était avocat général adjoint, Delphin de Benay, un magistrat d'origine niortaise, qui a été arrêté par la police allemande en 1944 pour résistance, qui a été déporté à Buchenwald. Et lors d'un transport, il a pu s'évader. En tous les cas, il est le seul de ces magistrats à avoir été déporté et à avoir pu également participer à ce procès. Alors, la défense, bien sûr, elle existe. Elle est assurée par des avocats choisis par les accusés sur une liste proposée par les juges. Les avocats, pendant le procès, devaient préparer ce qu'on appelait des document books que le tribunal examinait à huis clos. Et ensuite, le président décidait de ce qui était admissible ou non en défense. Par exemple, le pacte germano-soviétique ne pouvait pas être utilisé comme argument par les avocats. Et également les bombardements américains, comme celui de Dresde ou de Berlin, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà pour la défense. Alors ce procès est un procès extraordinaire. On en a déjà parlé, mais je voudrais insister encore un petit peu là-dessus, parce que c'est d'abord un procès pénal international. C'est le premier qui ait pu être mis en place et aller jusqu'à son terme. C'est ensuite un procès qui est long, 402 audiences, 8 mois et demi à être dans la salle de procès. C'est ensuite un procès qui a fait l'objet d'une sténotypie, ce qui a permis de publier l'ensemble des débats. Et donc, vous avez, je ne sais plus, des dizaines de volumes qui constituent les actes du procès de Nuremberg. Et c'est extrêmement riche d'enseignements, autant pour les historiens que pour les juristes. Il y a une traduction simultanée, en allemand, en anglais, en russe et en français. Et puis, c'est aussi, alors on l'a déjà dit, un procès dans lequel l'image a une grande place, et c'est vraiment une grande chose. Les audiences sont filmées. L'accusation va utiliser des documentaires vidéo, notamment celles relatives à l'ouverture des camps. Et il faut bien dire que ces documentaires vont permettre aussi de rendre les audiences moins ennuyeuses. La procédure utilisée, qui est une procédure qui n'est pas la procédure française, la procédure américaine, se base souvent sur des preuves écrites, donc des rapports, des comptes rendus. Et donc, le procureur Jackson avait lui-même décidé d'utiliser des documentaires plus tôt que prévu pour redonner un peu de dynamisme aux audiences. Bon, et puis la presse internationale, la littérature, enfin, il y a eu, c'était vraiment un moment tout à fait majeur. Alors, le délibéré va durer 1 mois. Donc, les juges sont dans une salle où ils travaillent à huis clos. Alors, depuis, puisqu'on a récupéré des notes personnelles de chacun des juges, finalement, les historiens et les juristes ont réussi à avoir des renseignements sur un certain nombre de choses qui se sont dites pendant les délibérés. Mais l'idée était de savoir quelles étaient les responsabilités de chacune de ces 21 personnes présentes. Et à partir de là, donc sur chacune des accusations, les incriminations que l'on a vues tout à l'heure. Le verdict est prononcé donc le 30 septembre et le 1er octobre 1946. 12 condamnations à mort. Alors, seulement 10 auront lieu, Bormann parce qu'il n'est pas là, et Göring parce qu'il s'est suicidé avant l'exécution. Dans les condamnés à mort, il y a beaucoup de militaires, il y a des ministres, des politiques, des hauts fonctionnaires.
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, voilà. Bon, 10 par pendaison. La question a été posée par fusillade ou par pendaison, et les juges se sont mis d'accord pour dire que les actions commises ne permettaient pas d'avoir la mort par fusillade. Certains ont été emprisonnés à vie. Alors, 3 exactement. 2 ont été libérés 10 ans plus tard pour des raisons de santé. Le dernier s'est suicidé dans sa prison en 1987, dans la forteresse de Spandau, où il était, à Berlin-Ouest. Et enfin, 4 accusés ont été emprisonnés à temps. La plupart ont fait leur temps de prison. Donc, ils étaient condamnés à 10 ans, 20 ans ou 15 ans. Et l'un d'entre eux a été aussi libéré pour des raisons de santé avant la fin de l'exécution de sa peine. Et puis enfin, il y a eu 3 acquittements dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, voilà, brossé de façon très large le procès. Et avant de passer au procès américain, avec Michel, on voulait s'intéresser à quelques questions que je n'ai pas traitées et qui concernent directement le TMIN. Donc, je vais lui laisser la parole quelques minutes. Je fais quoi? Je fais génocide et Catine. Alors, quelques points complémentaires, beaucoup plus techniques. Il y en avait 7 ou 8 à examiner, on en sélectionne 2. La question du génocide à Nuremberg. Vous n'avez pas vu, dans les incriminations appliquées, vous n'avez pas vu le mot génocide. Il n'a pas été introduit dans le droit à ce moment-là. Bien sûr que les juges de Nuremberg ont jugé de la Shoah, ont jugé de l'extermination des Tziganes, bien sûr. Dans le compte-rendu, dans le jugement, il y a des pages et des pages consacrées à cela. Mais ils l'ont fait sous une autre appellation, l'appellation de crime contre l'humanité, les spécificités du génocide n'apparaissant pas, et le génocide étant traité comme un des crimes contre l'humanité parmi beaucoup d'autres, et probablement le plus grave, mais en tout cas sous cette autre appellation. Lemking, l'inventeur du mot génocide, était à Nuremberg. Il était l'invité de la délégation américaine qui l'hébergeait et il faisait du lobbying pour que son vocabulaire soit accepté. Pour ceux d'entre vous qui ont lu Philippe Sands, le premier livre de Philippe Sands, Retour à Lemberg, il explique bien cette période-là. Mais tout ce que Lemkin a obtenu, c'est que le procureur américain, dans son long réquisitoire, utilise 2 fois, je crois, une fois le mot génocide et l'autre fois pratique génocidaire. Et c'est tout. Et il faudra attendre encore quelques années pour que le mot génocide rentre dans le droit. C'était en 1948, convention du 9 décembre 1948, 9 décembre. Le 10 décembre, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc à 2 jours, 2 textes extrêmement importants. Et depuis la convention du 9 décembre 1948, pour la prévention et la répression du génocide, la liste des 3 crimes exposés par Bernadette Aubert devient 4. En haut, génocide. En 2e, crime contre l'humanité. En 3e, crime de guerre. En 4e, agression. Un mot aussi, moi je crois qu'il est important de prononcer ce mot, sur Katyn. Parce qu'il y avait eu, Bernadette l'a expliqué, une négociation préalable sur ce que l'on pouvait aborder et ce que l'on ne pouvait pas aborder. C'était une négociation politique qui cantonnait le droit. Mais Katyn, c'est le lieu d'exécution de plus ou moins 11 000, on connaît les chiffres à l'époque, mais au moment de Nuremberg, on n'avait pas totalement évalué, plus ou moins 11 000 officiers polonais, par les Allemands, ou plutôt par les Soviétiques, disaient les Allemands, et par les Allemands a révélé le procès. C'est ça qui est très intéressant. Katyn avait été introduit dans la liste des accusations, et porté au compte de l'armée allemande.
Et lorsque les avocats des Allemands ont eu à défendre sur cette question, ils ont réussi, c'était une de leurs grandes réussites, ils ont réussi dans les quelques jours qui leur étaient donnés à convaincre les juges que ce n'était pas possible que ce soit les Soviétiques qui aient commis cette accusation, les Allemands qui aient commis cette accusation. Alors, qu'est-ce que le tribunal allait faire de ce problème? Le tribunal n'était pas très courageux ou assez astucieux, je ne sais pas. Finalement, dans le jugement, Katyn passait complètement sous silence. Personne n'en parle, comme si ça n'avait pas existé. Mais c'est quand même pas très, très, très glorieux. Alors, un mot maintenant, ou deux mots, il me reste 5 minutes, mais ça va suffire, sur les procès américains, puisque, comme on vous l'a déjà expliqué, Nuremberg, c'est le, avec un L majuscule, procès dont on a parlé, mais c'est aussi d'autres procès. Vous savez que après la guerre, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation, et il était prévu par les textes de l'époque que chaque État occupant, dans sa zone, continuerait à juger, puisqu'il y avait des centaines et peut-être des milliers de criminels qui n'avaient pas été jugés à Nuremberg. Les Français ont jugé à Rastatt, c'est assez bien documenté maintenant. Les Anglais ont jugé principalement à Hambourg, mais pas seulement à Hambourg, c'est aussi assez bien documenté. Les Soviétiques ont jugé à Berlin-Est, mais ça n'est pas encore très bien documenté, le nombre de procès qu'ils ont jugés. Enfin, il y a peut-être d'autres spécialistes qui savent mieux que moi, mais c'est ouvert actuellement. Les archives sont ouvertes depuis pas très longtemps et le travail commence. Et les Américains ont jugé, naturellement, à Nuremberg. C'est eux qui avaient monté la salle, c'est eux qui avaient équipé la salle. Ça fonctionnait bien et ils ont continué à s'en servir. Ils étaient à plusieurs sens du mot chez eux. Et donc, ils ont jugé de décembre 46, vous voyez, ça a enchaîné très vite, de décembre 46 à avril 49. Et la particularité du travail fait par les Américains, que les autres nations n'ont pas fait, c'est d'organiser, de rassembler plusieurs accusés dans le même procès, sur des thèmes donnés. Et on appelle ces procès les procès thématiques. On dit aussi des fois les procès subséquents parce que c'est ceux qui ont eu lieu après, thématiques parce qu'ils ont regroupé. Et il y a eu 12 procès thématiques que je n'aurai pas le temps de vous exposer en détail, mais un pour les industriels, un pour les Einsatzgruppen, un pour la SS. Il y a eu notamment un procès dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le procès des juristes. Je dis pourquoi entendu parler, parce que le film américain, qui est vraiment un film américain, fait sur Nuremberg, et qui s'appelle Jugement à Nuremberg, de Stanley Kramer, avec, excusez du peu, Lancaster, Richard Widmark, Spencer Tracy, Montgomery Clift et Marlène Dietrich. Mais c'est de ce procès-là de Nuremberg par les Américains sur les juges qu'il est question, et pas du grand procès comme on peut le croire des fois en louant le DVD. Celui qui m'intéresse le plus et par lequel je vais terminer, c'est le procès des médecins, encore appelé procès des expérimentations, encore appelé procès de l'euthanasie. De novembre 46 à août 47, c'est-à-dire quand même assez longtemps, les cas de une vingtaine de médecins et de 3 infirmiers, je crois, ou de 3 fonctionnaires, ont été examinés, avec les questions des expérimentations médicales, de l'euthanasie de toute une partie de population. Et les juges américains, donc, avant de se prononcer et de rédiger leur jugement, ont senti le besoin de poser des principes. Et donc le jugement, c'est pas du tout commun dans un jugement. Le jugement commence par une sorte de préambule, une sorte d'introduction sur les 10 principes fondamentaux qui doivent être observés pour satisfaire aux concepts moraux, éthiques et légaux. Et ce texte-là, ces quelques pages, qui se trouvent donc en tête du procès des médecins, du jugement des médecins, les médecins eux-mêmes, tous ceux qui travaillent la déontologie ou l'éthique, ont pris l'habitude de l'appeler le Code de Nuremberg. Voilà, le Code de Nuremberg, c'est quelques lignes en haut
du procès rendu par la justice américaine pour juger un certain nombre de médecins. Et ce code de Nuremberg est pendant assez longtemps passé un peu inaperçu. Et lorsque, quelques années après, les travaux sur la bioéthique, les travaux sur l'éthique médicale ont repris en France, ce texte a été retrouvé et utilisé et toujours cité. Monsieur le Président, à 1 minute près. Merci beaucoup, Michel. Oui, peut-être qu'il marche mieux celui-là, non? Ah, il était tard. Alors là, il marche, il n'y a pas de doute. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que c'était un enjeu évidemment très important, Katyn, je le dis très rapidement, parce que évidemment, du jugement qu'on ferait sur Katyn dépendrait le sort de la Pologne. Or, évidemment, les Occidentaux avaient leur champion, c'était le gouvernement de Londres, et les Soviétiques, contre le gouvernement de Londres, et parce ils savaient qu'ils avaient dans le pied cette épine énorme qui était le massacre non seulement des officiers, mais d'une grande partie des élites politiques polonaises, eh bien, il fallait absolument que ce soit les Allemands qui soient incriminés, ce qui avait été totalement démenti par l'enquête du Comité international de la Croix-Rouge en 1941. Mais les Soviétiques avaient leur champion, c'était le gouvernement de Lublin. Et effectivement, comme l'a rappelé Éric Kocher-Marbeuf, les Soviétiques avaient laissé l'armée de l'intérieur, fidèle au gouvernement de Londres, se faire totalement liquider pendant la fameuse insurrection de Varsovie, qui n'est pas l'insurrection du ghetto de Varsovie. Hein. C'est le soulèvement en fait de la ville à l'approche des troupes soviétiques, lesquelles s'étaient arrêtées de l'autre côté de la Vistule, à Praga, et n'ont pas bougé pendant 15 jours, 3 semaines, en attendant que l'extermination en fait de la résistance polonaise pro-Londres soit achevée. Aussi, une dernière chose, j'ai bien connu Yuri Nikolajevitch Zoria, qui était le fils du procureur adjoint soviétique à Nuremberg. Et le père de Yuri Nikolajevitch s'est suicidé pendant le procès. En tout cas, on l'a retrouvé mort dans des conditions très mystérieuses, alors même que l'affaire de Katyn était sur la sellette. Voilà. Il a fallu attendre 90 pour que les Soviétiques reconnaissent. Oui. Alors, j'ai lu que c'était Eltsine. Il me semble, moi, que c'est plutôt Gorbatchev qui a reconnu. Ah non. C'est Yeltsin. Et vous savez d'ailleurs que le jour où cette reconnaissance devait s'effectuer, le Premier ministre polonais qui arrivait donc en Biélorussie pour les cérémonies, eh bien son avion s'est crashé et il est mort. Et la cérémonie en fait de reconnaissance de l'assassinat de masse de Katyn ne s'est jamais déroulée. Bien, maintenant j'ai le grand plaisir, et Sonia, vous nous faites un immense honneur en étant là. Vous êtes la fille, je le rappelle, de Genia Rozov, qui fut l'une des interprètes, on peut dire la principale interprète simultanée française à Nuremberg. Genia Rozov. Genia. Oui, Genia. Eugénie, on l'appelle en français, mais elle était d'origine russe, fut un membre actif de la MOI pendant la guerre, et pour cela, elle a été la MOI, donc, qui a été célébrée à travers la panthéonisation de Mitsak Manouchian, et donc pour ses activités de résistance, elle avait été arrêtée puis déportée à Ravensbrück. Et justement, vous allez nous parler des récits de votre moment à la sortie, justement, dès sa sortie de Ravensbrück, puis en arrivant à Berlin, puis à Nuremberg. Merci. Alors, d'abord, comme je ne suis ni juriste ni historienne, ça va se voir d'ailleurs dans mon exposé, j'ai pas mal hésité avant de dire oui. Et si j'ai dit oui, finalement, je crois que c'est le double plaisir intellectuel
de rappeler que derrière les procès avec les grands acteurs, les juristes qui ont été évoqués, il y a aussi tous ceux qui font tourner le procès, au premier rang desquels les interprètes et les conditions matérielles du travail qui a changé, comme vous l'avez rappelé les uns et les autres, je crois, au cours du procès de Nuremberg. Et puis, bien sûr, je suis très contente d'évoquer le souvenir de ma mère, qui était une femme exceptionnelle, à la fois par son courage, par sa ténacité et très brillante intellectuellement. Ceci dit, pour aggraver mon cas de non pas témoin, mais seulement fille de témoin, j'ai perdu ma mère quand j'avais 19 ans et je n'ai pas alors posé les questions que je poserai maintenant. Et elle-même, je crois que c'est assez courant, ne parlait pas beaucoup de toute cette période. Même Nuremberg, qui n'était pas un moment de violence à son égard, mais qui aurait pu être le lieu d'une certaine revanche. Je crois qu'en fait, ma mère, vous allez le voir, je vais juste résumer quelques éléments de sa vie, était une militante, et au moment de Nuremberg, une militante communiste. Et ce qui l'intéressait, c'était finalement les luttes d'émancipation qui se déroulaient encore. Et quand elle a été très déçue par la Russie, eh bien, elle a rêvé sur la Chine et puis elle a rêvé sur Cuba. Et bon, à ce moment-là, la maladie l'a emportée. Voilà. Donc, vous voyez à quoi elle ressemblait sur la première photo. Quelques mots sur donc. Oui. Pardon. Donc, Genia, comme on disait en France, Genia Rozov, Eugénie sur ses papiers d'identité, est née dans une famille juive et athée d'origine russe par son père, polonaise par sa mère. En fait, dans sa toute jeunesse, elle a milité, elle voulait aller faire la guerre d'Espagne et on l'a plutôt utilisée à faire de la propagande. Mais elle a quitté le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique. Et puis, bon, elle a passé le CAPES d'anglais, est devenue professeure d'anglais, c'était son premier poste à Metz. On est en 1940. Le lycée de Metz est déménagé à Riom, et en Auvergne donc. Et c'est Riom en Auvergne, c'est pas Riom dans la Drôme. En Auvergne. Oui, c'est Riom. Voilà. Donc, mais très vite, elle est dénoncée parce qu'elle est un peu, je trouve pas le bon mot, disons pétroleuse. Elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense du régime en place. Donc, elle est dénoncée comme communiste par des collègues. Et ça tombe bien, il y a justement oui, mais c'est 1940, juillet 1940. Voilà, de déchéance de la nationalité. En fait, c'était une nationalité acquise, la sienne. Elle était enfant à ce moment-là, jeune fille au lycée de jeunes filles de Nice, et elle avait acquis à ce moment-là la nationalité française, qu'elle perd donc, comme beaucoup, en 1940. Alors, à ce moment-là, elle avait gardé quand même des amis de sa période étudiante et elle contacte la résistance communiste organisée et elle rentre, ou plus exactement, après quelques actions à Lyon et autour de Lyon où elle convoie des gens, entre autres, elle est envoyée à Paris
en particulier à cause des langues qu'elle parle relativement bien, et elle est donc envoyée à la MOI, la résistance polonaise dont vous avez, enfin polonaise, c'est idiot ce que je dis, de Résistance étrangère. Étrangère. Là, on retrouve en fait pas mal de Polonais dedans, le groupe dit de Manoukian. Et si vous voyez, on ne va pas s'arrêter, là on n'a pas le temps, mais on voit son nom tout à fait en bas. Et elle tombe en même temps que le groupe à la suite d'une filature. Voilà, donc elle est emprisonnée et envoyée au camp de Nuremberg. Alors, de Ravensbrück, au camp de Ravensbrück, elle sera au bout d'un moment utilisée comme interprète à l'usine Siemens, et d'ailleurs essaiera de monter des actions de sabotage de la production, évidemment, parce qu'elle se balade d'un groupe d'ouvriers à l'autre, elle peut à la fois parler et montrer aux gens ce qu'on peut faire pour que ce qui était confectionné ne marche pas. Alors, elle commençait à être soupçonnée, en fait, par les Allemands, mais elle était en relativement bonne forme physique et elle sera donc échangée, ce que j'ai mis là, quand Himmler essaye de négocier un retournement d'alliance avec les Occidentaux, il décide, aidé, poussé par la Croix-Rouge suédoise, de lâcher les prisonniers les plus présentables. C'est un peu comme l'histoire du camp qui était signalé tout à l'heure. On montre un camp qui marche relativement bien et on dit, regardez, c'est pas si grave. Alors là, on envoie des gens qui ne sont pas à l'agonie encore. Elle est donc soumise à la cure de lait des Suédois, qui lui redonnent 2 kilos par mois, dit-elle, et elle, alors tu vas bouger, voilà, elle se balade à la campagne, elle regarde les vaches et quelques dessins comme ça de campagne, mais en même temps, elle ronge son frein. Si tu tournes la diapo, vous voyez... non, je n'ai pas mis celle-là. En fait, elle ne voulait qu'une chose, c'était qu'on la renvoie en France et qu'elle puisse reprendre l'action. Elle disait qu'elle écoutait les informations, que les gens disaient n'importe quoi, et qu'il était quand même temps d'entendre la voix de ceux qui s'étaient battus pendant la guerre. Elle rentre à Paris et elle se retrouve sélectionnée comme interprète pour le procès. Je dois dire que je ne sais pas pourquoi. Au fond, c'était une capétienne d'anglais. Elle n'avait aucune expérience, sinon celle sur le tas de Siemens, de l'interprétariat. Et quelqu'un a dit qu'elle serait très bien, et donc elle se retrouve au procès, alors avec une espèce de petite ambiguïté. En fait, c'était anglais-français, son domaine. Mais elle se débrouillait en russe, au moins le russe d'un enfant de 3 ans, parce qu'après, quand le frère aîné est allé à l'école, on a arrêté de parler russe à la maison, ce qu'on faisait en ce temps-là. Et ce russe, elle l'a ravivé au camp en discutant avec les Russes, les Polonais. Donc effectivement, elle avait un russe courant qui se défendait, au moins dans le sens russe-français. Français-russe, je pense qu'elle a toujours fait des fautes de déclinaison. Mais voilà. Donc vous voyez, elle se retrouve
à Berlin d'abord, où elle est entraînée plutôt à l'interprétation consécutive. En 2 mots, vous comprenez ce que ça veut dire. Le conférencier parle en gros un paragraphe, quelquefois un peu plus, et l'interprète fait une synthèse, et ça continue comme ça. Donc c'est très lent. Hein. Et en fait, il y avait des cabines d'interprétation simultanée qui avaient été essayées. Tout le monde connaît la technique maintenant, vous l'avez vu. Au fond, un micro, un téléphone, c'est facile. Non, c'est ça. Là, les voilà au travail. Ma mère est donc au milieu avec 2 collègues. Ils sont 3, à la fois parce qu'ils peuvent prendre le relais. De toute façon, toutes les 45 minutes, on les change. Mais aussi parce que quelquefois, on bute sur une expression et que c'est bien d'avoir un collègue qui vous met un petit bout de papier et qui aide, ou qui peut même parler dans le micro. Ça a été évoqué, je crois, tout à l'heure. C'était lent, c'était beaucoup moins au point que maintenant. Et les appareils fonctionnaient à moitié. Alors, il y avait une lumière jaune qui s'allumait quand il y avait des problèmes techniques, il fallait ralentir, et la lumière rouge disait « catastrophe, ça ne marche plus ». Et je me souviens avoir lu que Göring, quand il a dû entendre sa sentence de mort, on faisait venir les gens les uns après les autres, et on lui traduit la sentence, mais ça ne marche pas. Et donc, il n'entend rien. Et on recommence, et ça ne marche pas. Et c'est donc la 3e fois que c'est passé. Voilà Göring, d'ailleurs, dessiné par ta maman. Alors, voilà Göring, dessiné par ma maman. C'est lié aussi au temps qu'elle avait entre le moment où elle travaillait, vous voyez, 5 minutes. Et donc, à ce moment-là, elle a caricaturé un certain nombre d'accusés. Vous avez le gros Göring, elle l'appellera comme ça. Vous avez Streicher, le responsable d'un journal absolument immonde. Je vais dire, dans les journaux antisémites, il y en a toutes sortes. Mais celui-là a été épouvantable. Donc voilà Streicher. Voilà Speer, qui d'ailleurs a été acquitté, si je me souviens bien. Hein? Enfin, non, il a eu la prison à vie, mais il n'a pas été exécuté. Voilà. Ouais. Oui, oui. Voilà, donc, et Franck, le gouverneur de Pologne, qu'on appelait le boucher de Varsovie. Alors, on peut passer. J'ai eu entre les mains donc quelques lettres écrite à son amie de déportation, la compagne avec qui elle avait partagé son lit à Ravensbrück. Et il y a évidemment juste des bribes qui concernent le procès, parce qu'ils sont plutôt tournés sur la vie d'après, le bateau qu'ils rêvent d'acheter ensemble, le kayak qu'on va faire l'été, etc. Mais quand même, elle parle un peu du procès, alors à la fois de l'interprétation consécutive et de ce passage à une interprétation intellectuelle. On a le temps de réfléchir à ce que disent les gens et on est soi-même responsable de la synthèse, à une interprétation où on est une machine à traduire, où on est, comme elle dit, accroché à chaque mot. Et puis, au passage, elle dit au fond tout le mal qu'elle pense du droit. Hein, la métaphysique de juriste qu'elle évoque, ces discussions, ça l'intéresse à la fois beaucoup, parce qu'elle voit bien les enjeux, et en même temps, le mode de raisonnement des juristes est tellement opposé à sa façon
marxiste, on va dire, de raisonner, qu'elle trouve que ce sont des arguties formelles qui empêchent de prendre à bras-le-corps les problèmes. On peut avancer. Il y a un autre moment, d'ailleurs, où elle se moque. À la fois, vous avez parlé de cet épisode où on présente les films de américaine à la libération des camps, et elle a beau être passée par là et avoir vu des morts, elle est saisie de pitié devant l'énormité des tas de cadavres qu'on montre bouleversés, en train d'être jetés dans les fosses. Vous avez peut-être le temps de lire, moi j'ai pas le temps de commenter. Et elle dit que les juges ce jour-là ont été déstabilisés. Et au fond, ils ont sans doute commencé à accepter de s'occuper un peu plus de l'extermination. Alors là, vous voyez, ils ramassent leurs robes et s'enfuient. Et Göring a cessé de faire de l'œil aux filles. Voilà. On peut aller. Alors, vous n'avez pas évoqué Dubost, qui était pour moi quelqu'un d'important, qui a été donc procureur adjoint. Et il était important tout simplement parce que je savais qu'elle parlait très souvent avec lui à la fin de chaque journée. Elle parlait donc avec lui et à un moment donné, d'ailleurs, il lui demande de coucher par papier pour nourrir son réquisitoire, des choses qu'elle dit. Et on va tourner, vous allez voir que parmi les choses qu'elle dit, il y a, non, avant, c'est évoqué dans la lettre après. Après, mais Papen, voilà. Papen, en fait, il sera acquitté parce qu'il n'a pas participé à la guerre proprement dite, mais c'est quelqu'un qui, dans la mécanique de la prise du pouvoir, a joué un rôle très important, grâce à ses liens avec, entre autres, les industriels et les politiques. Et donc, vous aurez peut-être le temps de jeter un œil sur le fait qu'elle voudrait que ce soit cette façon plus marxiste d'aborder les choses et qui permettent de parler de sa responsabilité. Un mot sur Katyn. Elle est totalement convaincue par les arguments soviétiques. Vous voyez, comme escroquerie, il faut avouer que les nazis avaient pleinement réussi. Alors, apparemment, la moitié au moins du tribunal, sinon plus, était convaincue plutôt par les preuves allemandes. Hein. Mais en tout cas, elle, qui était un témoin, je crois, tout à fait de bonne foi, a cru l'argument soviétique. Et oui, un mot peut-être encore, si tu tournes, pour dire que bon, elle n'a pas poursuivi si longtemps sur la ligne politique qui était si importante pour elle à la sortie des camps. À la fois, mais je n'ai pas le temps d'évoquer les détails, les déportés de retour de camp, les déportés politiques communistes ont été accueillis avec beaucoup de méfiance. Et on essayait, entre autres, de vérifier si ce n'était pas par hasard des trotskistes, etc. Enfin, il y avait des comptes qui se réglaient là. Elle a voulu se faire élire dans le village breton où travaillait son mari, enfin le mari qu'elle a rencontré au lendemain de la guerre. Et les Bretons l'ont regardé, là encore, avec beaucoup de méfiance. Rozov, qu'est-ce que c'est? Mais d'où vient-elle? Est-ce qu'elle n'est pas un peu beaucoup étrangère? Alors, je pense qu'étrangère voulait dire étrangère au coin. Mais bon, ça s'entendait autrement.
Et puis, elle quittera définitivement l'orbite du Parti communiste en 1956, après la répression. Et là, vous avez la liste des quelques livres que j'ai lus pour venir. Bibliographie très sérieuse de professeurs. Voilà, d'anciennes. Oui. Parmi les livres récents, je vous conseille justement, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce livre de Sylvie Lindepère qui est tout à fait remarquable sur les aspects filmés du procès qui finalement nous ont laissé l'image de ce procès lui-même. Je vais vous redonner la parole, Bernadette. On va aborder maintenant d'autres sujets juridiques. Et voilà. Il y a aussi un chercheur, enfin une chercheure américaine qui travaille sur les femmes à Nuremberg, qui n'étaient pas très nombreuses, mais elle en a trouvé beaucoup plus qu'on ne le croit. Elle en a compté à partir des différentes photos et des différents organigrammes. Elle en a compté une quarantaine. Et qui ont joué finalement un rôle plus important. Les petites mains, souvent, les petites voix, les petites mains, mais tout à fait indispensable. Et quand les procureurs sont à la barre, si on regarde bien les photos, le procureur, il est là, à la barre, très haut, très grand. Puis à côté, assis en bas, il y a toujours une femme qui tient les notes, qui lui souffle les... Il y a entre autres les sténos. Oui, il y a un banc entier où on voit les sténos. Bon, le temps, oui, approche de vous donner la parole. On la reprend quelques instants, mais quelques minutes seulement, pour commencer à répondre aux questions qui ont été posées au départ. Des procès pour le droit et la justice, la mémoire, l'histoire. Moi, je veux bien dire quelques mots, mais rapidement, sur le droit et la justice, c'est-à-dire pour situer Nuremberg dans l'évolution du droit. Et je précise, dans l'évolution du droit international. Ce soir, on n'aura pratiquement pas parlé des procès nationaux, qui ont eu un rôle très important à l'époque, par la suite, etc. etc. Mais en droit international, il y avait quand même un avant Nuremberg. Première Guerre mondiale, Guillaume II accusé. Traité de Versailles, Guillaume II devait être jugé. Et finalement, ça n'a pas marché, il ne l'a pas été. On arrive à Nuremberg, ça marche. C'est la première fois que ça marche. La mise en accusation marche. C'est déjà un progrès en soi. Il faut dire rapidement, pour en dire un mot, que pendant Nuremberg, ou presque pendant Nuremberg, il y a eu le procès de Tokyo, un procès plus ou moins comparable à celui de Nuremberg pour l'Extrême-Orient, et qu'après Nuremberg, ou peu après Nuremberg, mais ça a déjà été évoqué, il y a eu la Convention sur le génocide et la Déclaration universelle, tout ça en 3-4 ans. Et il est clair qu'on voit bien à ce moment-là que c'est le droit d'un moment. C'est le moment de l'après-guerre, c'est le moment de la fin des souffrances, mais encore dans d'énormes souffrances. C'est le moment du plus jamais ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se renouvelle pas. C'est aussi le moment de la toute-puissance des vainqueurs, et c'est très clair. Et après encore, alors. Après, finalement, ça a été une nouvelle guerre qu'on a appelée froide. Mais on était bien rentré à nouveau dans une guerre et le camp des vainqueurs se scinde à ce moment-là. Et c'est de nouveaux conflits mortels, des massacres un peu partout, sauf en Europe, tout de même. Ce qui a permis de peut-être construire le mythe d'un Nuremberg fondateur de la construction de l'Europe, communauté puis Union européenne. Pendant cette période, on avait pratiquement oublié Nuremberg. Vous reprenez les livres d'histoire, vous prenez les livres de droit. Nuremberg, sans doute le droit d'un moment, véritablement. Et puis voilà que en 89-90, après la chute du mur de Berlin, voilà que la formulation se renverse et qu'on se dit que peut-être Nuremberg a été le moment d'un droit. Quel moment? Sa naissance. Et quel droit? Le droit de juridiction pénale et internationale ou de juridiction internationale et pénale. Alors là, je brosse pour éventuellement amener à la discussion, mais on ne peut pas développer. Il y a eu d'autres juridictions ad hoc créées par le Conseil de sécurité
pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, 2 juridictions internationales pénales ad hoc, c'est-à-dire consacrées uniquement à un cas, et la juridiction disparaît après avoir traité le cas. Il y a eu plusieurs autres juridictions qui n'étaient pas tout à fait internationales, mais qu'on a appelées des juridictions mixtes, notamment sur le Cambodge, la Sierra Leone, le Liban, je passe, mais c'était des expériences intéressantes. Et puis, il y a eu une juridiction permanente. Enfin, la Cour pénale internationale, créée en 1998, entrée en vigueur en 2002. Vous aurez remarqué qu'entre les deux, il y a les attentats de septembre 2001. Cette juridiction, elle est créée par une convention, ce qui est intéressant, mais ce qui en montre les limites. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quel pouvoir elle a à l'égard des États qui n'ont pas signé la convention? C'est un vrai problème. Et on pointe l'importance de cette Cour pénale internationale lorsqu'on sait que dans les dernières années, elle a lancé des mandats d'arrêt, elle a mis en cause les chefs d'État du côté soviétique et du côté d'Israël. C'est quand même un énorme pouvoir. Donc c'est une juridiction en pointe, mais c'est peut-être aussi une juridiction en perdition quand on sait que les mandats d'arrêt qui ont été émis n'ont pas été exécutés, le seront peut-être jamais. Et quand on sait que le droit international, depuis quelques années, tombe dans une espèce de déliquescence. Donc il y a aussi beaucoup de raisons de s'inquiéter. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, l'information est parue que le Mali, le Niger et le Burkina allaient aussi quitter la Cour pénale internationale. Oui, ça va dans le même sens d'un questionnement. Alors voilà pour le droit, si tu veux lancer quelques pistes pour l'histoire et la mémoire. Voilà, alors pour terminer, puisqu'il y avait aussi l'histoire et la mémoire dans l'intitulé de cette table ronde. Pour l'histoire, j'ai déjà parlé des actes du procès qui me paraissent encore des éléments à étudier, et puis d'autres documents, bien sûr, que l'on découvre. C'est important pour les historiens, c'est important pour les juristes, et c'est important aussi pour l'histoire de notre humanité. Alors sur la mémoire, nous avons participé à une recherche récente qui a duré plusieurs années. La question était posée de savoir si on pouvait faire un lien entre le procès et la mémoire des crimes de masse. Donc, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Est-ce que, finalement, on s'est interrogé, est-ce qu'un procès est utile? Est-ce qu'il est nécessaire? Et on a distingué les situations. On s'est dit qu'il y avait des endroits où il y avait eu un procès, et un procès dans le pays, et un procès rapidement. D'autres situations dans lesquelles le procès avait eu lieu beaucoup plus tard, c'est le cas du Cambodge, par exemple, mais tout de même dans le pays. Et puis d'autres où on est complètement hors sol, c'est très longtemps après, et c'est dans un espace qui ne correspond pas forcément à la situation du pays. Donc, quelle est la meilleure solution? Y en a-t-il une? Certainement pas. En tous les cas, nous, on est restés sur des questions, et je vais vous poser ces questions, enfin, je vais vous les laisser à votre réflexion, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, la réponse ne pouvait évidemment pas être unique, et elle n'était pas simple. On a tout de même conclu que le procès était sans doute nécessaire. Parce que quand on voit, par exemple, au Cambodge, toute l'action des victimes qui ont été très actives pour que ce procès ait eu lieu, même si le procès n'est jamais idéal, n'est jamais parfait, il a quand même réparé quelques blessures. Donc le procès, semble-t-il, est nécessaire, mais il n'est jamais suffisant.
regardez en ex-Yougoslavie la situation en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, où les problèmes ne sont évidemment pas résolus, parce qu'un procès n'est d'ailleurs pas fait pour résoudre des problèmes politiques, mais pour punir des personnes qui ont commis des exactions. Et donc, il faut prolonger cela par autre chose. Voilà. Donc, c'est la réflexion qu'on a eue sur ces plusieurs années de recherche avec des étudiants de la faculté de droit de Poitiers et de Lyon, au musée d'Isieux d'ailleurs. Et je vous les laisse pour votre propre réflexion et peut-être aux questions qui vont suivre. Voilà, Guillaume. Bien. Oui, on peut se... Oui, vas-y. Je voudrais dire un mot sur les dessins, parce que c'est très intéressant que votre mère dessinait. On sait qu'à Caen, il y a les dessins faits par Madame Falco, Falco étant le juge suppléant. Nous avons à Isieux les dessins faits par Madame Debenay, qui était le magistrat dont a parlé Bernadette, qui est dans la région niortaise. Voilà que votre mère dessinait aussi. Je crois qu'on va pouvoir un jour ou l'autre faire une belle exposition des dessins de dames à Nuremberg. Juste un mot, on peut imaginer en tout cas que s'il y avait eu un procès bilan aussi du régime soviétique, la situation du gouvernement russe ne serait pas exactement celle qu'elle est aujourd'hui. Il y a en Russie une association Mémoire et Vérité qui s'inquiète beaucoup de tout ça. Oui. Et l'association Mémorial, qui a été la grande association qui a cherché à documenter les crimes du stalinisme, ça a été l'une des premières choses qu'a fait Poutine dès le début de sa guerre en Ukraine. Il l'a interdite. Voilà. Et Mémorial survit aujourd'hui à l'étranger à travers ses différentes sections, notamment la section française de Mémorial, qui est en train d'organiser là, ces semaines-ci, une série de conférences justement concernant le bilan du régime précédent. Sonia ? On n'arrête plus aussi facilement maintenant les preuves, parce qu'ils sont partis avec des fichiers informatiques qui sont donc à l'ouest, en France et aux États-Unis. Bien. Alors, la parole est à la salle. Vous avez sans doute des questions à poser à nos invités et nous sommes là pour y répondre. Voilà, je vais vous passer le micro. Je vous informe simplement que nous faisons une captation vidéo de cet événement. Voilà. Oui, le procès de Nuremberg a inauguré toute une série d'autres procès après ce procès. En Allemagne, des procès nationaux ont suivi le procès de Nuremberg, Ulm, Francfort, Düsseldorf, Stuttgart également. Et puis en France aussi, il y a eu des procès nationaux qui se sont tenus plus tard. Notamment le procès du dignitaire nazi Klaus Barbie à Lyon en 1987, deux procès de collaborateurs de nazis, celui de Paul Touvier en 1992 et celui de Maurice Papon en 1998. Alors ma première question, c'est quelles évolutions du droit pénal et du droit et de la procédure pénale dans ces trois procès français par rapport au procès de Nuremberg. Ensuite, ma deuxième question, c'est pourrait-on parler, à propos du procès de Nuremberg, du procès du nazisme, idéologie éminemment raciste. Voilà. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce procès de Nuremberg comme le procès du nazisme? Et enfin, alors, que deux questions.
Moi, je pense qu'on peut dire ça. Les historiens. Il y a plusieurs idéologues du régime qui sont sur le banc des accusés. Et ce ne sont pas des gens qui ont agi sur le terrain militaire. Hein. Donc, oui, Rosenberg et Streicher, et également, d'une certaine façon, Ribbentrop, en tant que le penseur de la politique étrangère du nazisme. Bon, donc oui, c'est relativement clair, et y compris l'entourage de conseillers de Hitler comme Speer, le rôle, bon, qui était un rôle de coulisses de Rudolf Hess, etc. Donc non, le Baldur von Schirach aussi, qui finalement est comment dire, qui est plus un politique, plus un politique qu'un militaire. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Éric, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, alors ça a été la volonté. C'est présent partout et en même temps, le résultat apparemment est réussi, sauf qu'on s'aperçoit en creusant que il y a eu des résurgences par la suite. C'est-à-dire, je veux dire par là que il y a eu ce que j'indiquais tout à l'heure, et c'est bien montré dans le film La Chute, lorsque vous voyez les habitants qui brûlent Mein Kampf, qui brûlent toutes les preuves d'appartenance. Il faut savoir que quasiment tous les domiciles en Allemagne ont été visités de la cave au grenier après la guerre. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas en Alsace, où il y avait dans la partie annexée, on peut retrouver des collections de revues qui sont introuvables en Allemagne parce qu'elles ont été détruites par les occupants dès 1945, parce que s'ils étaient pris avec ça, ils avaient des ennuis. Et je parle de l'Allemagne de l'Ouest, donc de la partie où c'était les Britanniques, les Français et les Américains. Et en même temps, on voit qu'il y a certains aspects sur le côté, avec Chartres, pour le côté financier, Speer, c'est aussi le côté industriel du Reich, qui sont un peu sauvés des meubles. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, les Américains, ils veulent pas trop qu'on investigue dans certains domaines, et surtout, eux, ce qui les intéresse toujours, c'est l'économie. S'ils ont déclaré malade mental, en fait, bon, Alzheimer, si on dirait aujourd'hui, Alfred Krupp senior, c'est quand même parce qu'ils ont des intérêts, et les Britanniques également, industriels, capitalistiques, depuis les années 20, qu'ils n'ont jamais perdu. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'ils vont présenter après la guerre, ils vont reprendre les bénéfices de toute la période du Reich, par exemple chez Opel pour la General Motors, ou bien ils vont favoriser le redémarrage des usines d'automobiles ou d'industrie sidérurgique, l'industrie chimique allemande, parce qu'ils avaient, à travers leurs banques, à travers Wall Street, des actions, des participations qui n'étaient pas mortes. Et pour eux, c'était une priorité absolue. D'ailleurs, vous voyez bien que le chemin emprunté par l'armée américaine et l'armée britannique, c'est la zone nord. C'est là où ils avaient leurs intérêts majeurs. Après, accessoirement, la Bavière, parce que c'était aussi industriel. Mais là, ils sont arrivés après. C'était pas... Voilà. Donc, et ils ont protégé un certain nombre comme cela de dirigeants. Après, le procès des organisations est intéressant parce que c'est pareil, tout le monde se dit oui, mais vous étiez SA, vous étiez Hitlerjugend, oui, mais on ne pouvait pas faire autrement. Tous les enfants étaient enrégimentés, les filles dans le BDM, dans le Reichsarbeitsdienst, donc on ne pouvait pas passer à côté. Donc c'est bien beau, voilà. Les SS. Pendant très longtemps, enfin en Allemagne encore, aujourd'hui ça s'entend plus, mais on faisait quand même un partage entre ceux qui étaient dans la Waffen-SS et les SS de la police, et ceux qui étaient dans l'organisation particulière des Totenkopf, des gardiens de camp, qui étaient d'un recrutement populaire. Donc vous voyez, il y a bizarrement des choses qui nous échappent à nous dans
situation. Tout à l'heure, j'évoquais l'opération Nordwind. Bon, moi, je suis originaire du côté paternel de cette zone-là de l'Alsace. Au cimetière de Niederbrandt-les-Bains, où il y a plus de 16 000 Allemands qui reposent, vous avez des milliers de tombes, en fait, avec des grades de la Waffen-SS. Et ce sont des jeunes gens qui avaient 16-17 ans à la fin de la guerre. C'était des gens très jeunes qui, déjà 20 ans, ils n'avaient pas, en fait. Ils étaient plus jeunes. Ou alors, c'était des vieux qui avaient plus de 50 ans. Ça, c'est les dernières cartouches de la fin de la guerre. Et là aussi, c'est pareil. Quand j'étais enfant, j'ai vu l'écart, parce qu'on habitait à côté du cimetière militaire allemand, et j'ai vu l'écart avec ces gens qui descendaient et qui pleuraient quand ils avaient fait la visite, tout comme les familles des déportés, voilà, ou des cimetières de la Grande Guerre chez nous, quoi. C'est ça qui était assez étonnant. Voilà. Bon, d'où tout un autre débat sur la dénazification de l'Allemagne, mais c'est vraiment une autre histoire. J'ai une question ici et une question là-bas. Ah oui. On n'a pas fini de répondre à madame. Et oui. Je voulais dire un mot sur le procès des organisations, parce que tu as parlé du procès des organisations. C'est une question qu'on aurait dû développer, mais on n'a pas le temps. C'était à Nuremberg. Ils ont essayé, les juristes ont essayé de traduire en droit ce qui est une évidence en fait, c'est que la responsabilité est collective. C'est sûr. Criminologiquement, c'est une responsabilité collective. Mais en droit pénal, on ne sait pas. En droit pénal, le principe, c'est responsabilité individuelle. Celui qui tue, c'est pas une machine, c'est un personnage qui, à la fin, tient l'arme et appuie. Et l'expérimentation qu'ils ont fait à Nuremberg, en quelques mots, ils ont essayé de sélectionner, identifier un certain nombre d'organisations. On a fait venir des témoins pour rendre compte de ce qui se passait dans cette organisation. On a payé des avocats commis d'office pour essayer de montrer que l'organisation n'était peut-être pas aussi terrifiante qu'on le dit. Et on a demandé à la fin au tribunal de dire l'organisation est-elle criminelle ou pas. Et le tribunal s'est prononcé là-dessus. Il a déclaré qu'un certain nombre d'organisations étaient criminelles. Mais en principe, en droit pénal, après avoir fait ça, on prononce une peine. Alors qu'à Nuremberg, ils se sont arrêtés là, ils n'ont pas prononcé la peine. Le relais était pris par les droits nationaux, et dans les droits nationaux, on pouvait poursuivre des personnes pour avoir appartenu à une organisation déclarée criminelle à Nuremberg. C'était une opération assez compliquée et sophistiquée. Merci pour cette table ronde qui nous éclaire sur un certain nombre de points. Je voudrais savoir pourquoi le docteur Mengele ne figure pas dans les accusés de Nuremberg. Et une autre petite question, qu'est-il advenu de ces responsables des maternités spéciales qui devaient créer des Ariens de pure souche? Merci. Sur la dernière question, il faudrait que je vous réponde pour savoir s'il était impliqué dans le procès des médecins dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai la documentation, on pourrait chercher, mais je ne sais pas comme ça. La première question, Mengele, le plus probablement, c'est qu'on ne l'avait pas attrapé à l'époque. Et si on ne l'avait pas attrapé, c'était peut-être que les Américains s'étaient déjà un petit peu occupés de lui pour le protéger. Non, il n'a pas été jugé par contumace. Oui, mais si on avait jugé par contumace, il y avait des dizaines d'autres qui rentraient dans la catégorie de ceux qu'on pouvait juger par contumace. Ils n'ont retenu que Bormann. Chacun a eu ses protégés. Hein. Oui, je voudrais demander à M. Bourgeois de répondre un peu plus complètement à la question très pertinente et fondamentale qu'a posée Mme Giraudot. Est-ce que Nuremberg a fait le procès du nazisme? Bien sûr, il a fait le procès des politiques qui ont mis en œuvre le nazisme. Mais la question fondamentale est la suivante, c'est celle que pose Yannis Röder. Qu'est-ce qui était à l'origine de l'idéologie nazie? Et Röder avance deux événements. Premièrement, ces conquistadors avaient besoin d'espace, d'où des luttes dans l'Europe. Et deuxièmement, il y avait un impératif de pureté de race. C'est quand même fondamental qu'on réponde à Mme Giraudot sur ces deux questions. Est-ce que l'idéologie nazie
a été mise en procès? Est-ce qu'elle a été discutée? Est-ce qu'elle a été condamnée? Ou est-ce qu'on s'est satisfait de condamner ceux qui avaient fait en quelque sorte les basses œuvres de l'idéologie nazie? En partie répondu. En droit et en droit pénal, on ne juge pas une idéologie. On ne fait pas des procès d'intention. On juge les personnes qui concrètement ont traduit en acte cette idéologie. Est-ce un crime ou n'est-ce pas un crime? C'est en gros la réponse qu'on a donnée. Enfin, je vois l'heure qui passe, on ne peut pas s'étendre beaucoup plus, mais c'est ça la réponse fondamentale. Il me semble... Merci. Il me semble qu'il y a eu quand même des procédures de dénazification, et notamment pour les 3 acquittés au procès de Nuremberg. Ils ont été acquittés du point de vue pénal, mais ils ont fait l'objet d'une procédure de dénazification. Il faut bien comprendre, se rappeler que l'Allemagne n'existe plus. Il n'y a plus d'État allemand en 1945. Elle reprend sa souveraineté en 1949. Donc, pendant toute cette période-là, ce sont les 4 puissances alliées qui organisent cette dénazification avec l'aide de certaines juridictions allemandes. Mais l'idée même de procédure de dénazification répond un peu peut-être à votre question. Non. Mais on ne juge pas, c'est ça la réponse fondamentale, je crois. On ne juge pas une idéologie. Oui, oui. La réponse, c'est la dénazification. Enfin, je peux vous dire une chose en tant qu'historien, puisque j'ai beaucoup travaillé dans les archives américaines, britanniques, entre autres, sur la question allemande. Oui, il y a des pressions extrêmement fortes dès 47-48 pour que on comprenne que finalement, dans le régime nazi, il n'y avait pas que du mauvais. Et que, comment dire, la chose la plus importante, c'est de penser que à l'intérieur de l'Allemagne, il y a des opérations soviétiques qui visent notamment à saper le pouvoir. Mais bon, encore une fois, chacun protège les ressortissants nazis qu'il a dans son secteur et pour son propre bénéfice. Et puis, il y a une autre chose qui est différente justement de Nuremberg, c'est toute la pédagogie qui sera mise en œuvre dans les années 50 en République fédérale pour extirper comment dire, le mal qui avait été instillé dans cette société allemande, dont on sait qu'elle avait été nazifiée à 98%. C'est d'ailleurs c'est la grande interrogation qu'on peut tous avoir. Comment, dans un pays comme l'Allemagne, qui était le phare intellectuel de l'Europe, le pays qui avait donné les plus grands penseurs et le plus développé en termes économiques, parmi les plus développés en termes économiques, comment est-ce que justement ce nationalisme allemand exclusif, totalement intransigeant et criminogène avait pu prospérer? Mais alors là, on est dans un autre débat, qui est le débat du bilan de la Première Guerre mondiale et du développement du nationalisme en Allemagne dès les lendemains de l'armistice du 11 novembre, avec le développement des corps francs et le développement de partis extrémistes jusqu'au boutistes. Bon, voilà. Je ne pense pas que le développement du nazisme se soit tellement fait sur l'idée de l'espace vital et autres. Non, le nazisme a pour terreau les conditions non acceptées par la population allemande. Enfin, c'est toute la question du déni de la défaite, en réalité. La défaite allemande n'a pas été considérée comme telle par la population, n'a pas été considérée comme telle par l'armée allemande qui est rentrée
soi-disant victorieuse dans ses casernes à la fin de l'année 1918 et au début de l'année 1919. C'est ça le terreau de la poussée du nationalisme allemand dans les années 20, et puis sa cristallisation criminelle dans les années suivantes. Bien. Oui. Je voudrais, si vous me permettez, apporter un témoignage d'histoire locale. Procès de Nuremberg, 45-46, j'avais 5 ans. Et j'allais voir au cinéma des dessins animés. Oui, mais il y avait les actualités. Et le procès de Nuremberg, bon, je n'y comprenais rien, évidemment. Je trouvais ça très ennuyeux de voir ainsi le tribunal. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure. J'ai vu le spectacle de la découverte des camps. Un enfant de 5 ans. J'étais bouleversé. Je peux vous assurer que j'ai fait des cauchemars après avoir vu, je ne comprends pas du reste, qu'on n'ait pas fait attention de ne pas présenter de telles actualités quand on savait que dans les cinémas, c'était des enfants qui allaient voir les dessins animés. Mais je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé de l'extermination des Tziganes comme crime de l'humanité au procès de Nuremberg. Mais je pense qu'il y a là-dessus, malgré tout, une ambiguïté. Est-ce que vraiment on reconnaît un génocide des Tziganes? Nuremberg, non, puisque la question n'était pas posée. Non. Mais après, est-ce qu'on reconnaît quand même ce génocide? Les associations de Tziganes soutiennent qu'ils ont été victimes d'un génocide. Évidemment. Mais ça n'a pas été, ça n'a jamais été jugé. L'occasion, c'était Nuremberg, on n'utilisait pas le mot. Oui, ça j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais finalement, on n'a jamais vraiment reconnu l'extermination des Tziganes dans les camps du Troisième Reich. Nuremberg, si. L'extermination des Tziganes, oui. Nuremberg, si. Mais depuis... Mais c'est un détour quand même. Bien sûr. Merci. Mais les juristes répondent à un certain nombre de questions lorsque la question leur est posée. Il nous reste 5 minutes. Normalement, on est censé s'arrêter là. Je vais juste prendre 5 minutes. Vous leviez la main tout à l'heure, donc je vais vous donner le micro. Merci pour vos interventions. Alors, j'avais 4 questions, mais Michel a déjà répondu à 2 d'entre elles. Et donc, je vais m'en tenir à une question. Vous avez dit que on comprend assez bien que le procès de Nuremberg, c'est le procès des vainqueurs. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la part d'injustice dans ce procès. Le procès organisé par les vainqueurs, donc quelle est la part d'injustice dans ce procès? Une des réponses que j'ai rodées au fur et à mesure, c'est que le droit des vainqueurs n'est pas nécessairement un mauvais droit ou un droit horrible. Pour que ce soit l'idée de justice qui passe, il est mieux que ce ne soit pas le droit des vainqueurs. Mais je pense qu'à Nuremberg, il est bien que ce qui est quand même d'une certaine façon le droit du vainqueur, c'est il est bien qu'il ait eu à s'opérer et à s'exprimer. Il y avait quand même des précautions. Unanime. Il y avait déjà le bloc soviétique avec sa propre vision. Justement, le fait que ça soit international fait qu'on est obligé de composer. De même, si j'ai bien compris, les Américains s'en tiennent à l'idée de guerre d'agression et les Français pousse davantage sur les crimes de guerre. Oui, mais un jour ou l'autre, ils se sont retrouvés autour d'une table. Oui. Il fallait juger, il fallait se prononcer. Il fallait juger en droit. Or, quelle était la position de Staline? C'était de dire, bon, à combien on fixe le nombre d'exécutions? 50 000, 100 000? Voilà, ça se faisait comme ça d'une manière planifiée. Hein. Une fois qu'ils sont rentrés dans Nuremberg, cette question était dépassée. Bien sûr. On sait que les Soviétiques voulaient condamner tout le monde à mort.
Mais ils l'ont déclaré. Mais ce que l'on peut découvrir du secret dans les délibérations, c'est difficile, parce qu'en principe, les délibérations sont protégées par le secret, et il n'y a pas tellement de juges qui en ont parlé. C'est qu'il y a eu un certain nombre de votes à 3 contre 1 étant les soviétiques, mais il y a eu aussi un certain nombre de votes à 3 contre 1 étant la France. Ça dépendait chaque fois de quelle personne et quel crime. Ils ont voté sur chaque fois quelle personne et quel crime. Merci beaucoup. Je suis désolé, je vous inviterai à poser la question après parce qu'en fait, on enchaîne ensuite avec une autre table ronde. Je me dois donc de tenir le temps. Je vous remercie beaucoup. Je tiens à remercier nos 5 intervenants. Merci à vous tous. Je remercie également Mémoire et Vérité pour cette collaboration sur cet événement. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à prendre un programme de l'Espace Mendès France pour celles et ceux qui ne l'auraient pas en sortant sur la petite table. Voilà, et bonne soirée.